Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, réédition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Aux États-Unis, le ministre des Finances djiboutien porte-étendard de la finance africaine. Au Nouvel International, frappe sur Rafah et Reds en Cisjordanie. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. La République de Djibouti s'exprime son profond regret face à l'échec du Conseil de sécurité à adopter le projet de résolution acceptant l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'ONU. Elle souligne que cette démarche incompatible avec les valeurs de justice et d'équité risque de perpétuer l'occupation israélienne et ses violations du droit international, en particulier dans le contexte de la guerre brutale dans la bande de Gaza qui a entraîné le pire désastre humanitaire de l'histoire. La République de Djibouti appelle une fois de plus la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et historiques pour trouver une solution juste et durable à la question palestinienne. Elle encourage tous les efforts possibles pour protéger le peuple palestinien sans défense. C'est dans le même temps que Djibouti réaffirme son soutien ferme et solidaire aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à établir un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem et comme capitale. Aujourd'hui a marqué une occasion importante au Red Sea World alors que le président d'Air Djibouti et le PDG du 7th Aviation Infantlock LLC se sont associés lors d'une cérémonie de signature mémorable sous le patronage de son Excellence le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel, en présence de son Excellence l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdullahi Miguel, annonçant une nouvelle ère de collaboration dans les secteurs de l'aviation et de l'hôtellerie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des principales parties prenantes, des responsables gouvernementaux et des représentants des secteurs de l'aviation et de l'hôtellerie, soulignant l'importance de cette collaboration pour façonner l'avenir de Djibouti. Alors que Djibouti se lance dans ce passionnant voyage de croissance et de développement, le partenariat entre ces deux institutions témoigne de l'engagement de la nation vers l'excellence et l'innovation dans le secteur du tourisme. Actualité à la une dans ce journal, lors d'un événement prestigieux organisé à Washington en marge des assemblées annuelles dans les bureaux du Sénat américain. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyes Moussa Dewale, a été distingué par ses pairs pour ses contributions exceptionnelles au domaine financier. Le cocktail et réseautage des dirigeants africains de la finance organisé par l'African Leadership Organization a réuni une assemblée impressionnante de personnalités influentes dont le vice-premier ministre et ministre des Finances du Cap-Vert, le Dr Olavo Avelino, et le ministre de l'économie et des finances et de la prospective du Burkina Faso, Aboubakar, parmi d'autres leaders africains du secteur financier. Sous le thème finance collaborative, renforcer le partenariat pour la croissance économique et la résilience, les participants ont échangé des idées et des solutions transformatrices pour stimuler la croissance économique en Afrique. À la clôture de cet événement, M. Ilyes Moussa Dewale s'est vu décerner le prestigieux prix de personnalité les plus influentes de la finance en Afrique. Dans son discours de remerciement, le ministre a exprimé sa gratitude envers le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, ainsi que son équipe du MEFI, sa famille et l'ensemble des Djiboutiens. Il a souligné également que cette reconnaissance internationale témoigne non seulement de ses propres réalisations, mais aussi de l'engagement des Djiboutiens vers le développement économique et social. Cette distinction témoigne du dévouement et du travail acharné du ministre sous la direction du président de la République. Il convient de rappeler également que le ministre Ilyes Moussa Dewale avait été déjà honoré en tant que meilleur ministre de l'économie en Afrique lors d'une précédente cérémonie à l'île Maurice. Cette nouvelle reconnaissance confirme son statut de leader exemplaire dévoué au développement économique de l'Afrique. Toujours à Washington, aux États-Unis, où la délégation djiboutienne a cette fois-ci rencontré le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, M. Jihad Azour, et son équipe. Cette réunion a été l'occasion de discuter des relations bilatérales entre Djibouti et le FMI, ainsi que des défis économiques auxquels le pays est confronté. La stabilité régionale, la situation macroéconomique et les impacts cumulatifs de crises exogènes telles que la crise logistique, la crise alimentaire et la crise ukrainienne ont été au cœur de ces discussions.
De plus, les crises régionales, notamment en Éthiopie ou en Somalie, ont été abordées. Il est apparu clairement que ces défis ont contribué à rendre le contexte économique de Djibouti de plus en plus difficile au fil des années, une réalité reconnue par le FMI. Dans cette perspective complexe, les deux parties ont exprimé leur engagement à renforcer leur partenariat. Il convient de souligner que cette réunion marque une étape importante dans le renforcement des liens entre Djibouti et le FMI et témoigne de l'engagement des deux parties à travailler ensemble pour surmonter les défis économiques actuels. Alors que Djibouti cherche à diversifier son économie et à promouvoir la stabilité régionale, cette collaboration internationale revêt une importance cruciale pour l'avenir du pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui son Excellence M. Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères de la République de Finlande pour la Corne de l'Afrique. Au cours de cette rencontre fructueuse, son Excellence Sultan Saïd a officiellement présenté sa lettre de désignation en tant qu'envoyé spécial pour la médiation de paix dans la région. Le ministre a exprimé la gratitude de Djibouti envers la République de Finlande pour son engagement en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Il a également réaffirmé le plein soutien de Djibouti à son Excellence M. Sultan Saïd dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Au cours de leur discussion, les deux interlocuteurs ont échangé des points de vue sur la situation actuelle de la paix et de la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique. Ils ont souligné l'importance de la coopération internationale et de l'engagement multilatéral pour relever efficacement les défis et promouvoir la stabilité régionale. Le ministre a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement indéfectible de Djibouti en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la Corne de l'Afrique. Il a souligné ainsi que Djibouti reste ouvert à la collaboration avec la communauté internationale pour atteindre ses objectifs communs. Voici à présent, en marge du troisième recensement, le RGPH3, le troisième recensement de la population et des habitats de la République de Djibouti. Nous allons écouter les impressions du ministre Ilyes Moussa Dewale sur ce lancement du troisième recensement général de la population et des habitats de la République de Djibouti. Depuis Washington, je souhaite ici mobiliser toutes les femmes et tous les hommes vivant sur notre territoire, djiboutien ou non djiboutien, de réitérer ce que le chef de l'État, son Excellence président Ismaël Omar Guelleh, a indiqué. Avec une clarté, le chef de l'État a exprimé son souhait de voir tous les compatriotes de bien vouloir faire le nécessaire pour que, ensemble, nous réussissions cette opération importante, cette opération décennale importante qu'est le recensement général de la population et de l'habitat. Le premier citoyen djiboutien, en l'occurrence le chef de l'État, a ouvert ses portes chez lui pour accueillir, en tant que premier citoyen, les enquêteurs du recensement troisième de sa génération. Le ministère de l'économie et des finances, dont j'ai l'honneur de diriger, naturellement, a suivi avec beaucoup d'attention et déploie tous ses efforts à travers l'Institut national de la statistique de Djibouti. Comment est l'essentiel pour réussir ce recensement général de la population et de l'habitat. Pourquoi ce recensement? Comme le président l'a si bien indiqué, il n'y a point de développement sans données. Il n'y a point de prospérité sans connaissance de soi-même. Il y a un peu plus de 190 pays membres donc de ces institutions de la Banque mondiale comme du FMI, mais surtout des Nations Unies. Et ces pays du monde, tous, sans exception, réalisent un recensement tous les 10 ans. C'est ce que Djibouti a fait pendant les 2 précédentes décennies. Et cette décennie, ce recensement a une particularité.
C'est un recensement dans lequel on a mis beaucoup de ressources et en particulier, on a voulu, sur instruction du président de la République, de faire usage de la technologie et de ses bienfaits. Mon message aujourd'hui est le suivant. Nous souhaitons, depuis Balho, Doumera, Allouyada, en passant par Assamo, Assaela et Yoboki, nous souhaitons une mobilisation générale de tous les Djiboutiennes et Djiboutiens. Nous souhaitons que nos compatriotes et les résidents non djiboutiens à Djibouti, qu'ils puissent accueillir les enquêteurs, les ingénieurs. À l'instar de la capitale et des autres régions de l'intérieur, la préfecture de Dikil, la région de l'unité, a tôt dans la matinée du samedi 20 avril 2024 abrité la cérémonie de lancement officiel du 3e recensement général de la population des habitats. Cette cérémonie de lancement, qui s'est tenue sous l'égide du préfet de la région d'Edikil, M. Hassan Abderoble, et du président du conseil régional d'Edikil, M. Mahad Hussein, a vu la participation de la commission de la région, la commission de la région du RGPH3 constituée des autorités civiles et militaires de la région, le chef de détachement de la police, le coordinateur régional du RGPH3, ainsi que les superviseurs et agents recenseurs. Cette cérémonie de lancement tenue sur instruction et directive officielle du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a marqué le début des opérations du recensement tant dans le chef-lieu de Dikil que les 3 sous-préfectures de la région. Au cours de cet événement solennel, le préfet de la région et le président du conseil régional ont témoigné dans un premier temps leur implication profonde quant au déroulement et à la réussite de ces opérations du recensement de la population sur tout l'étendue de la région. Ensuite, ces derniers ont dans cette optique appelé les responsables et les agents recenseurs à faire preuve de sérieux et d'assiduité durant le déroulement de cette enquête de proximité dédiée à l'endroit des ménages. Préfet gobolka iyo président du conseil régional iyo guud ahaanba shacbiga. On écoute à présent les propos du président du conseil régional de la région de Dikil, M. Mahad. On écoute. À l'instar de l'ensemble du pays, et comme a initié hier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous procédons aujourd'hui au lancement du 3e recensement général de statistiques sur la population dans la ville de l'Unité. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble de la population dikiloise, que ce soit dans les 3 sous-préfectures et la ville de Dikil, de faciliter le travail des agents de recensement et d'être à leur côté. Ce recensement va permettre au pays d'avoir une base pour initier des projets de développement dans notre pays. C'est pourquoi il est très important à ce que tout le monde puisse être à la hauteur de la réussite de ce recensement. Je remercie et je félicite d'emblée également le ministère des Finances ainsi que la direction générale des statistiques et en premier lieu son directeur général et l'ensemble du personnel de cette institution et plus particulièrement ceux qui sont à Dikil, le coordinateur M. Mahad et l'ensemble de ses collaborateurs. Et je réitère notre soutien à l'égard de ce travail et des agents. Je leur dis aussi bonne chance aux agents et bon travail et nous espérons que ce recensement sera une réussite sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans notre région. Direction Dikil à présent, ou direction Tadjoura, pardon, où hier a été un théâtre d'un événement marquant dans l'histoire de la République avec le lancement officiel du 3e recensement général de la population et des habitats. Sous la direction du préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, et en présence du coordinateur régional du RGPH3, une équipe principalement composée des femmes a été déployée, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte pour l'égalité des sexes. L'innovation de cette année réside dans la participation prédominante des femmes, y compris dans des rôles traditionnellement réservés aux hommes, tels que la conduite des véhicules transportant les agents recenseurs.
Cette démarche audacieuse démontre l'engagement ferme en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes, ainsi que la reconnaissance de leur rôle essentiel dans tous les aspects de la société. Les opérations de recensement seront réparties en 5 zones de supervision distinctes, couvrant différentes localités telles que Tadjoura-Ville, Randa, Dora, Adailou et Lac Assal. Chaque zone est prise en charge par un groupe dédié d'agents recenseurs totalisant 134 membres au total qui se rendront dans les ménages pour collecter des données essentielles. Pendant cette cérémonie solennelle, le préfet de la région, M. Mohamed Hamad Abbas, a exprimé son engagement profond envers le bon déroulement et la réussite des opérations hors du RGPH3. Le jour où commence le recensement général de la population, c'est le 3e recensement en République de Djibouti. La région de Tadjoura fait partie intégrante de la République et le lancement est fait aujourd'hui, ici, devant la préfecture de Tadjoura. Nous exhortons la population à accueillir le recenseur qui vont être dépêchés dans chaque circonscription, en particulier dans chaque localité, pour pouvoir établir un recensement effectif de toute la population. Chacun de nous compte dans la mesure où la population est recensée en différentes catégories, ceux qui sont en ville, d'autres aux sous-préfectures, les autres aussi dans les localités, et plus encore, il y a d'autres, ce qu'on appelle la population nomade. Toute cette population doit être inscrit sur le registre de recensement de la population et de l'habitat. Nous exhortons à ce que tous ces gens participent, toute cette communauté, tous les leaders participent à cette campagne pour avoir un recensement de toute la population de la région de Tadjoura. Merci. C'était au tour des autorités de la région d'Arta de procéder ce matin au lancement officiel de la RGPH3 au niveau de la région d'Arta. La cérémonie de lancement s'est tenue au sein du conseil régional d'Arta en présence du préfet de la région, M. Hassan Dabelé, et le président du conseil régional d'Arta, M. Elme Bouhgoud Adé. Lors de cette cérémonie symbolique ont participé les agents recenseurs pour ce recensement général de la population au niveau de la région de la Paix. Le président de la République avait donné le coup d'envoi à ce RGPH3 le vendredi 19 avril 2024 et les opérations du recensement se poursuivront sur l'étendue du territoire national pendant les 2 semaines à venir. Toujours dans l'actualité nationale, sous la présidence du député Abdrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères a examiné ce dimanche 21 avril 2024 le projet de loi numéro 112 année 2024, 9e législature, portant ratification de l'accord de financement concessionnel du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est. L'assise de la commission s'est déroulée en présence de M. Redouane Abdullahi Badon, ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, accompagné du directeur général de Djibouti Telecom et des cadres de cette même agence. À la suite des échanges, la commission des affaires étrangères a approuvé avec proposition d'un amendement et transmis en séance publique avec son avis favorable du projet de ratification analysé. Et donc, toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des finances et de l'économie générale a examiné ce dimanche également, 21 avril 2024, les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite, connue dans son acronyme CMR, pour les exercices 2018, 19, 20, 21 et 2022.
Élargie à la Commission de la Défense et des Sécurités, cette réunion, présidée par l'honorable Chemarke Moussa Are, s'est déroulée avec la participation de M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, du directeur général et de l'agent comptable de la CEMR. Après des échanges constructifs, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers pour adoption lors de la séance publique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a inauguré aujourd'hui un atelier de lancement de formation sur les maladies zoonotiques à la salle de conférence du Centre d'études et des recherches en développement, le CERD. La zoonose, c'est une maladie infectieuse qui peut être transmise naturellement entre les animaux et les humains. Cela peut se produire par contact direct avec des animaux infectés, par l'ingestion d'aliments contaminés ou par d'autres voies de transmission. Cet atelier qui vise à sensibiliser les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé aux risques et aux mécanismes de transmission des zoonoses, dispensé par des experts aux biotechnologies. Cette formation mettra l'accent sur l'importance de la biotechnologie dans la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies, ainsi que sur la transmission des maladies génétiques. La zoonose représente un défi mondial croissant avec des implications majeures pour la santé publique, l'économie et la biodiversité. En sensibilisant les futurs professionnels de la santé et de la recherche aux dangers des zoonoses, cette initiative contribue à renforcer les capacités et à prévenir les épidémies potentielles. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souligné l'importance cruciale de l'atelier de formation sur les maladies des zoonoses. Voici ses propos. Je salue également l'initiative de cet atelier qui conforte la coopération qui existe entre l'Institut de recherche médicinale et l'ICGB. Alors c'est le Centre international de l'ingénierie génétique et de la biotechnologie. Comme il a été mentionné par le Dr Pavan, nous avons donc été signataires des accords avec cette institution. Je félicite également par la même occasion les initiateurs et organisateurs de cet atelier sur une thématique particulière. Elle concerne, comme vous le savez, les zoonoses qui touchent aujourd'hui le monde entier et appellent à mieux les connaître pour identifier des moyens de lutte efficaces. C'est pourquoi donc cet atelier de formation hybride de Biotech Virtual Training Facility est pour moi de la plus grande importance, car elle s'adresse à ces zoonoses, ces maladies transmises à l'homme par les animaux, et qui sont des véritables dangers. Vous aurez probablement l'occasion pendant la formation d'en parler, d'en savoir plus, de santé publique, puisqu'elle touche, nous dit-on en tout cas, 2,6 milliards de personnes par an et représente 60% des maladies humaines actuelles. Malheureusement, pour nous en tout cas, elle risque de se développer davantage devant les menaces du changement climatique, le tourisme, les déplacements des biens et des personnes et la globalisation. Un autre aspect de ces maladies et leur danger, c'est que leur mode de transmission, elles passent par un animal certes, mais elles peuvent être d'origine bactérienne, comme les salmonelloses, la tuberculose que vous connaissez, virales comme les sida ou l'Ebola, ou bien de formes parasitaires comme le paludisme. L'objectif de cette formation, en tout cas pour nous, est de mettre en lumière l'importance de ces maladies zoonotiques auprès des jeunes chercheurs que vous êtes, des étudiants, des communautés locales. Elle vise à sensibiliser sur leurs conséquences pour la santé publique, doter les participants des connaissances suffisantes et nécessaires pour définir les termes clés, expliquer les implications, discuter des facteurs d'émergence et des différentes réponses et actions contre ces maladies, notamment en termes de prévention à travers la rupture de la chaîne de transmission qui est, à mon avis, la méthode la plus simple de prévention, la chaîne de transmission donc entre l'animal et l'homme. L'aube du 20 avril a marqué un moment historique pour l'école militaire de Holhol avec l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accueilli avec une cérémonie empreinte de solennité. Sa venue a renforcé le caractère exceptionnel de la passation de commandement qui a eu lieu ce jour-là. Les hauts responsables des forces de défense et de sécurité, les dignitaires locaux ainsi que les figures éminentes de la communauté ont rehaussé l'événement de leur présence, témoignant de leur soutien indéfectible à l'institution militaire.
L'inspection des troupes par le chef d'état-major a mis en exergue la discipline et la rigueur qui caractérisent notre armée. calankiyo arladu kiyayirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu de l'école militaire sur les rangs. 133 militaires de l'école militaire. Lieutenant-colonel Mohamed Jama Rayad, chef de corps sortant de l'écomil. À vos ordres, mon général! Dans une atmosphère empreinte de respect et de tradition, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Rayad a passé le flambeau au commandant Elay Abdi Omar. Cette cérémonie a été ponctuée par la signature des documents officiels, actant ainsi le transfert de commandement dans une harmonie exemplaire. Cette transition s'est effectuée sous le regard approbateur des officiers présents, assurant une continuité sans faille dans la hiérarchie et les responsabilités. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushiyo ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo
nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii. بسم الله الرحمن الرحيم. Officier, sous-officier, militaire du rang, personnel civil de l'école militaire de Orol. Et par le président de la République. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le commandant Elie Abdi Omar, ici présent. Et vous obéirez tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et les succès des armes de la République de Djibouti. Fermez les bains. Concentrement. Posez. Repos. Attention pour l'ensemble. dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexle. Comme veut la tradition, le nouveau chef de corps, le commandant Elie Abdi Omar, a ensuite dirigé le défilé militaire avec une prestance qui témoigne de la grandeur de sa nouvelle fonction. Ce défilé, loin d'être une simple formalité, symbolise la perpétuation du leadership et l'engagement renouvelé de nos forces armées envers la défense de la nation. La cérémonie s'est achevée sur une note émouvante avec le dépôt de gerbes en l'honneur des héros qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Ce moment de recueillement profond a rappelé à tous l'importance des devoirs de mémoire et la reconnaissance éternelle que porte l'école militaire d'Olol à ses valeureux soldats. En conclusion, l'école militaire d'Olol réaffirme son engagement à former les leaders militaires de demain tout en préservant l'héritage et les valeurs qui constituent les piliers de l'armée djiboutienne. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة الأبية يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى وأتباعهم من المستعمرين، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبلادنا سوءا فرد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Météorologie à présent. Depuis hier, des averses. La pluie a fait son apparition dans la capitale et dans certains secteurs des régions de l'intérieur. Une douce averse dans la capitale sans désolation pour les habitants de la ville de Djibouti qui se sont réveillés à la normale. Rappelons que c'est vers 2 h du matin aujourd'hui que la pluie a commencé à pleuvoir. Une précipitation accompagnée de vents doux et frais, et cela pendant la durée de l'averse. Le ciel a été fortement dégagé aujourd'hui, aucun dégât signalé après ces pluies nocturnes, sauf quelques flaques d'eau de pluie dans certains axes principaux et sur les routes et intersections des quartiers populaires. Par précaution, quelques établissements scolaires dans la capitale et les élèves ont été conseillés de rentrer à la maison. Les services chargés de la gestion sont à pied d'œuvre pour assainir les eaux de pluie dans les principaux axes et les rues des quartiers. Selon la météorologie de Djibouti, les risques d'averses sont toujours d'actualité en cette période de pluie des saisons, annoncent les prévisions de météo dans la Corne de l'Afrique. Notons que certains pays de l'Afrique sont touchés par ces précipitations. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, en Cisjordanie, à Rafah, la frappe a touché vendredi soir un immeuble résidentiel dans le quartier ouest de Tel Sultan de la ville de Rafah, selon la défense civile de Gaza. Les détails avec Fardous. Une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, a tué au moins 9 Palestiniens, dont 6 enfants. Rafah abrite actuellement plus de la moitié de la population totale de Gaza, soit environ 2,3 millions de personnes. Avec le soutien du Programme alimentaire mondial, une boulangerie de la ville de Gaza a rouvert ses portes pour la première fois depuis le début de la guerre. La famine menace dans la bande de Gaza. Les organisations internationales mettent en garde de toute urgence. L'armée israélienne affirme avoir tué 10 combattants lors du raid de Nour al-Sham en Cisjordanie occupée. Plusieurs soldats du Tzal ont même été blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont déclaré que l'une des personnes tuées était un garçon de 15 ans abattu par les tirs israéliens. C'est tout pour ce journal de 22 h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.